Attention, ces histoires peuvent être choquantes et sont réservées à un public averti. Lors d'une conférence médicale, j'ai discuté avec une pathologiste qui m'a raconté l'une des histoires les plus étranges qu'elle ait vécues pendant sa formation au bureau du médecin légiste. Un corps avait été retrouvé près d'une rivière, en état de décomposition avancée. L'équipe avait décidé de passer le corps au scanner avant de procéder à l'autopsie, une pratique courante lorsque le cadavre présente des anomalies visibles ou lorsqu'il est difficile à manipuler en raison de son état. Sur les images, quelque chose semblait étrange dans la région abdominale. Une masse dense et irrégulière était visible dans son estomac, mais elle ne ressemblait à rien de familier sur un plan anatomique. Curieux, ils ont commencé l'autopsie en ouvrant la cavité abdominale et c'est là que tout a basculé. Alors qu'ils incisaient l'estomac, l'organe a bougé d'un coup sec. Avant que quiconque ne comprenne ce qui se passait, une tête de serpent vivante a jailli de l'ouverture et a mordu l'un des techniciens sur l'avant-bras. L'équipe s'est immédiatement dispersée dans un mélange de panique et de surprise. Après avoir repris leur calme, ils ont réussi à neutraliser le serpent, qui était encore vivant malgré son séjour dans le corps du défunt. Il s'agissait d'un serpent aquatique, probablement une couleuvre d'eau, bien qu'il n'ait jamais eu la confirmation exacte de l'espèce. L'hypothèse la plus probable était que le serpent avait trouvé le corps dans la rivière et avait pénétré par un orifice naturel ou une plaie ouverte, à la recherche d'un abri ou d'une source de nourriture. Il s'était installé dans l'estomac, profitant de l'environnement humide et chaud du cadavre en décomposition. Le technicien mordu a été soigné immédiatement et, heureusement, le serpent n'était pas venimeux. Au fil des années passées en tant que médecin légiste, j'ai été témoin de découvertes aussi fascinantes qu'étranges, allant du médicalement improbable au franchement incongru. Une fois, lors d'une autopsie sur un homme décédé après avoir inhalé du gaz d'un aérosol, nous avons trouvé des boules de geisha insérées dans son rectum. Cela n'avait bien sûr rien à voir avec sa mort, mais la surprise fut totale. Une autre fois, une femme est arrivée sur notre table avec un tatouage couvrant tout son dos proclamant en énormes lettres « Allez vous faire enculer ». Le contraste entre ce message agressif et l'atmosphère calme de la salle d'autopsie était presque surréaliste. L'un des cas les plus troublants impliquait une femme âgée chez qui nous avons découvert 5 tampons très anciens restés dans son canal vaginal. Ils étaient là depuis si longtemps qu'ils étaient partiellement encapsulés par les tissus environnants. Étonnamment, elle n'avait souffert d'aucune infection majeure, un véritable miracle biologique. Ce genre de cas, bien que rare, nous rappelle que certaines personnes peuvent vivre avec des corps qui s'adaptent à des situations que la médecine peine à expliquer. Parfois, les surprises sont plus personnelles. Je me souviens de plusieurs motards imposants, vêtus de cuir et recouverts de tatouages intimidants, qui portaient de délicates culottes en dentelle sous leurs vêtements de motard. Ces moments rappellent que chaque personne, même dans la mort, garde ses secrets. Dans un registre similaire, nous avons une fois dû retirer un piercing Prince Albert sur un homme âgé. Suivant le protocole, nous devions retirer tous les bijoux corporels avant l'autopsie. Ce fut un moment délicat que personne ne voulait vraiment gérer, mais quelqu'un devait bien s'en charger. Mais ce sont surtout les anomalies anatomiques qui me fascinent le plus. Les rades accessoires sont assez courantes, mais une fois, nous avons autopsié une femme qui en avait 14, toutes de la taille de petites myrtilles, sans rate principale fonctionnelle. Son corps avait compensé d'une manière extraordinaire. Une autre fois, nous avons découvert un rein en fer à cheval, où les 2 reins sont fusionnés en forme de U. C'est toujours impressionnant à voir en vrai. L'un des cas les plus étranges que j'ai jamais rencontrés impliquait un homme sans abri décédé d'une overdose d'opiacés, une cause de décès malheureusement fréquente dans ce milieu. Lors de l'examen externe, nous avons retiré son pantalon, et nous avons découvert qu'il était rempli de bacon. Littéralement rempli. Pas juste quelques tranches, mais au moins une quarantaine de paquets encore emballés. Il s'est avéré qu'avant de se rendre dans une maison abandonnée où il a consommé la drogue qui lui a été fatale, il avait volé une quantité impressionnante de bacon dans un magasin. Pourquoi précisément du bacon? Peut-être parce que c'était facile à cacher et à revendre, ou simplement parce qu'il aimait ça. Mais mourir ainsi,
les poches débordant de viande de porc restent l'une des découvertes les plus surréalistes de ma carrière. Un autre cas encore plus fascinant concernait un homme mort d'une balle dans la tête, tiré en pleine nuque, de ce qu'on pourrait décrire comme une exécution de style coup de grâce. L'autopsie semblait simple à première vue. Mais après avoir passé des radiographies de son crâne, nous avons découvert quelque chose d'étrange, la balle n'était pas dans sa tête. Il n'y avait aucune trace visible d'un orifice de sortie à l'extérieur de son crâne, ce qui nous a laissé perplexes. Aucun trou à l'arrière ni sur les côtés. La balle aurait dû être logée quelque part ou avoir laissé une blessure identifiable, mais rien. Nous avons poursuivi l'autopsie et retiré son cerveau pour examiner la trajectoire du projectile. C'est alors que nous avons fait la découverte la plus improbable, la balle avait tracé une trajectoire presque parfaite à travers le tissu cérébral et était sortie, par une de ses narines. L'impact était si précis que l'orifice d'entrée dans la nuque était clairement visible, mais l'orifice de sortie, dissimulé dans sa narine, avait échappé à l'examen externe. C'était une trajectoire si improbable qu'aucun de nous n'aurait pu la prédire. Une sorte de miracle macabre de physique appliquée, où l'angle, la puissance et la biologie se sont parfaitement alignés pour créer une scène digne d'un film policier improbable. Lors d'une autopsie qui reste gravée dans ma mémoire, nous avons reçu le corps d'une femme dans la trentaine, victime d'un homicide brutal. Elle avait été retrouvée dans une ruelle, manifestement battue à mort. D'après les premières informations de la police, elle était connue pour se prostituer et son proxénète était le principal suspect. Rien ne semblait particulièrement inhabituel au départ. Les blessures correspondaient à un passage à tabac-viol, et la cause de la mort était évidente, un traumatisme crânien sévère. Mais c'est en procédant à l'examen interne que nous avons fait une découverte inattendue. Alors que nous inspectons les cavités corporelles, nous trouvons quelque chose d'étrange dans sa cavité vaginale. En y regardant de plus près, nous retirons des liasses de billets de dollars soigneusement enroulés et insérés. L'argent était légèrement humide, sans doute en raison des conditions dans lesquelles le corps avait été retrouvé, mais il était encore intact. Après avoir nettoyé et laissé sécher les billets, nous avons contacté la police. Ils ont confirmé que cela faisait probablement partie des biens personnels de la victime. Apparemment, elle utilisait cette méthode pour cacher son argent à son proxénète, une pratique tragiquement courante dans ce milieu. Pour elle, c'était sans doute le seul endroit sûr où personne ne penserait à chercher ou du moins, où elle espérait pouvoir garder ce qu'elle avait durement gagné. Conformément au protocole, nous avons répertorié l'argent avec ses effets personnels et l'avons remis à la police pour qu'il soit rendu à sa famille, avec le reste de ses affaires. Cette histoire m'a marqué. Non pas tant à cause de la découverte inhabituelle, dans notre métier, on voit beaucoup de choses étranges, mais à cause de ce qu'elle symbolisait, une tentative désespérée de conserver un semblant de contrôle dans une vie où elle n'en avait probablement jamais vu. C'était son argent, peut-être son seul espoir d'échapper à cet enfer, et même après sa mort, il était toujours là, tristement caché, comme un secret silencieux qu'elle avait emporté avec elle. Et à la fin de cette journée étrange, alors que nous terminions notre rapport, l'un de mes collègues a lâché une remarque mi-sérieuse, mi-cynique, « Lavez-vous toujours les mains après avoir touché de l'argent ?» Une leçon ironique dans un métier où l'on apprend à ne jamais sous-estimer les secrets que les corps peuvent cacher. Un ami de mon père, qui travaillait comme médecin légiste au Mexique, m'a raconté une histoire aussi étrange que mémorable. Un jour, il a été appelé à pratiquer l'autopsie d'un membre présumé d'un cartel abattu par les marines mexicains, réputés pour leur efficacité redoutable dans la lutte contre le crime organisé. Dans ce genre de situation, les corps arrivent souvent méconnaissables, criblés de balles, et dans certains cas, il faut littéralement les ramasser à la pelle. Les autopsies sont alors plus des formalités légales que de véritables investigations médico-légales. Ce jour-là, le corps du suspect était effectivement très endommagé, comme prévu, après avoir reçu plusieurs impacts de balles lors d'un affrontement viol. L'autopsie suivait son cours, dans une atmosphère routinière et professionnelle. Mais en procédant à l'examen externe, mon père m'a raconté que son ami a fait une découverte des plus inattendues, un plug anal soigneusement inséré dans le rectum du défunt.
Le contraste entre l'image hypermasculine et brutale associée aux membres des cartels et cette découverte intime était tellement incongrue que même les légistes, habitués à tout voir, ont dû réprimer un fou rire nerveux. Aucune explication n'a jamais été trouvée ni recherchée, d'ailleurs. L'objet n'avait aucun lien avec la cause du décès, et dans le cadre de l'autopsie, il a simplement été catalogué comme un effet personnel avant d'être remis à la police avec le reste de ses affaires. Pendant mes années en tant qu'enquêteur en assurance, j'ai souvent été envoyé sur des scènes de décès liés à des accidents ou à des réclamations complexes. Pour une raison obscure, j'étais toujours celui qu'on appelait pour les cas les plus macabres. Une fois, un chauffeur de camion a été éjecté de la route après avoir été percuté par des jeunes faisant des courses illégales sur l'autoroute. Son camion a quitté la route, percuté des arbres, et des branches massives sont passées à travers le pare-brise, l'empalant mortellement. Pendant que nous fouillions la cabine du camion pour cataloguer ses effets personnels, nous avons découvert plusieurs piles de magazines de porno homoérotiques explicites, soigneusement rangés dans des cartons usés. L'ironie frappante, c'est que nous savions que sa famille viendrait bientôt récupérer ses affaires, et voir cela aurait ajouté un choc supplémentaire à leur deuil. Sans même en discuter, nous avons remballé discrètement tout ce contenu dans des sacs poubelles et l'avons jeté, le considérant comme une erreur de confidentialité à ne pas transmettre. Il était déjà mort, et cela ne semblait pas juste de laisser cette partie de sa vie être exposée à ceux qui l'aimaient sans rien savoir. Une autre fois, une femme âgée obèse morbide est morte seule dans sa cuisine au milieu de l'été à Maryland, où les températures dépassaient facilement les 37 degrés Celsius. Personne n'a remarqué sa disparition pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce qu'un voisin alerte la police à cause de l'odeur insupportable. Quand je suis arrivé sur place avec l'entrepreneur chargé du nettoyage, c'était horrifiant. Son corps avait littéralement fondu à cause de la chaleur extrême, laissant une énorme flaque de liquide corporel sur le sol de la cuisine, qui avait traversé le plancher et dégoutté dans le sous-sol. Il y avait tellement de mouches à l'intérieur qu'il était impossible de voir à travers les fenêtres. L'odeur était indescriptible, un mélange de chair décomposée, de chaleur humide et de moisissure. C'était l'une des scènes les plus insupportables que j'ai jamais vues, et même les professionnels du nettoyage semblaient mal à l'aise face à l'ampleur de la tâche. Mais l'expérience la plus troublante reste celle d'un homme conduisant sur la Beltway, qui a percuté l'arrière d'un semi-remorque à plateau. L'arrière du plateau a agi comme une lame, tranchant net à travers le toit de la voiture et décapitant le conducteur au niveau de la mâchoire. Quand ils ont retiré la voiture de dessous le camion, la scène était à la fois surréaliste et glaçante. Le corps de l'homme était parfaitement intact du cou vers le bas, vêtu d'un costume bien ajusté, avec une cravate impeccable. Une tasse de voyage était encore dans le porte-gobelet et sa mallette reposait sagement sur le tapis du siège passager. Tout était étrangement normal, sauf qu'il n'avait plus de tête. La juxtaposition entre cette routine matinale figée dans le temps et l'absence grotesque de son visage était presque insoutenable. C'était comme un instant suspendu, une vie normale brusquement interrompue dans un acte mécanique aussi brutal qu'absurde. Un retraité âgé est décédé seul chez lui, sans aucun signe de violence ni de circonstances suspectes. C'était une mort naturelle, une de ces scènes tristes mais malheureusement courantes où une personne isolée quitte ce monde sans que personne ne s'en aperçoive immédiatement. Cependant, ce qui a transformé cette affaire banale en une énigme troublante a été la découverte faite lors de l'autopsie, un petit téléphone portable à clapet, soigneusement inséré dans son rectum. L'objet était intact, sans aucun signe de tentative de retrait ni de dommage visible. Nous avons bien sûr examiné la situation sous tous les angles. Le téléphone n'était pas allumé et il n'y avait aucune activité récente sur l'appareil. Pas de dernier appel, pas de message enregistré. Nous avons même vérifié s'il pouvait avoir été utilisé comme moyen de communication en cas de détresse, mais rien ne permettait de le croire. Nous avons tenté de contacter ses rares proches, mais personne ne semblait connaître la moindre raison qui aurait pu expliquer cette découverte. Il n'y avait pas d'antécédents médicaux significatifs ni de comportements étranges signalés auparavant. Au final, aucune explication plausible n'a jamais pu être déterminée. Le rapport d'autopsie a mentionné la découverte, mais elle n'a eu aucune incidence sur la cause du décès, clairement liée à une défaillance cardiaque naturelle.
Une grand-mère de 88 ans est décédée d'une intoxication au monoxyde de carbone dans des circonstances tragiques. Lors de son autopsie, nous avons rencontré une difficulté inhabituelle. Il était impossible d'ouvrir l'arrière de son crâne, une opération qui, dans des conditions normales, ne présente aucune complexité. Après plusieurs tentatives infructueuses, nous avons dû recourir à un forage prolongé et minutieux. C'est alors que nous avons fait une découverte aussi stupéfiante qu'inexplicable. L'épaisseur de son crâne mesurait entre 3 et 4 cm sur toute sa surface, bien au-delà de la normale. Cela signifiait que l'espace laissé à son cerveau était considérablement réduit. Ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'en dépit de cette anatomie hors norme, cette femme avait vécu une vie tout à fait normale. Son cerveau, bien plus petit que la moyenne, ne semblait pas avoir affecté ses capacités cognitives. Elle était en pleine possession de ses moyens jusqu'à la fin de sa vie, dirigeant avec ses filles une petite entreprise de fabrication artisanale de fromage à pâte molle. Selon la famille, elle était une femme active, intelligente et passionnée par son métier, toujours présente dans l'atelier, ses mains expertes façonnant les fromages avec une précision acquise au fil de décennies d'expérience. Son décès, cependant, fut tragique. Une fuite dans le réservoir de gaz utilisé pour chauffer le lait a libéré du monoxyde de carbone dans l'atelier. Insidieuse et inodore, la vapeur toxique s'est rapidement répandue dans la pièce close. La grand-mère, qui travaillait seule à ce moment-là, a été la première à s'effondrer. L'une de ses filles, arrivée peu de temps après, a également perdu connaissance, mais son corps s'est affaissé près de l'espace sous la porte. Par chance, cet interstice laissait passer un mince filet d'air frais, juste assez pour maintenir ses fonctions vitales jusqu'à l'arrivée des secours. Après avoir découvert l'épaisseur extraordinaire de son crâne, j'ai interrogé la famille. Avait-il remarqué des signes particuliers? Un quelconque problème médical dans le passé? Mais non, personne n'avait jamais rien soupçonné. Aucun médecin ne leur avait jamais parlé de cette caractéristique singulière. Ils décrivaient la défunte comme une femme robuste, sans difformité visible, ni sur son visage ni sur son corps. Une simple grand-mère, douce et aimante, mais avec un secret anatomique que personne n'aurait pu imaginer. Nous avons naturellement mentionné cette découverte dans le rapport d'autopsie, bien que cela n'ait aucun lien direct avec sa mort. La cause officielle était l'intoxication au monoxyde de carbone. Le reste demeurait un mystère médical non élucidé. Un ami à moi qui travaille comme médecin légiste a eu un cas inexplicable qui l'a marqué à jamais. Une jeune femme de 21 ans était décédée de manière inattendue des suites d'une bronchopneumopathie chronique obstructive, une maladie pulmonaire dégénérative généralement associée à des années de tabagisme ou d'exposition prolongée à des toxines, et plutôt rare chez quelqu'un d'aussi jeune. Lors de l'autopsie, tout semblait correspondre à la cause de décès annoncée, insuffisance respiratoire due à une maladie avancée. Mais en examinant son système digestif, ils ont découvert quelque chose de totalement inattendu, des têtes de poupées Barbie et Ken logées dans ses intestins. Pas une seule, mais plusieurs, dispersées à différents endroits du tube digestif. Les têtes étaient encore intactes, bien que visiblement usées par le passage dans le système digestif. L'équipe était stupéfaite. Il n'y avait aucun lien apparent entre cette découverte et la cause de sa mort. La bronchopneumopathie avait clairement été l'élément fatal, mais cette accumulation de têtes de poupées soulevait bien des questions. La théorie la plus probable était qu'elle souffrait d'un trouble psychiatrique lié à l'ingestion compulsive d'objets non alimentaires, appelé PICA. Mais ce qui rendait l'affaire encore plus troublante, c'était le choix spécifique des têtes de poupées. Pourquoi ces objets précis? Pourquoi seulement les têtes et non les corps? Était-ce un comportement obsessionnel? Un acte symbolique chargé d'une signification personnelle que personne ne comprendrait jamais? La famille, lorsqu'elle a été informée, a été abasourdie. Ils n'avaient jamais remarqué de comportements étranges liés à l'ingestion d'objets. Pourtant, l'état de ses intestins ne laissait aucun doute, elle en avait avalé plusieurs fois. Il y a environ 5 ans, j'ai assisté à une autopsie qui m'a profondément marqué. Le patient était décédé après ce qui avait été classé comme des complications post-opératoires liées à une colostomie. Selon le rapport médical initial, l'infection s'était propagée,
conduisant à une septicémie et à une défaillance multi-organique, cause officielle de la mort. Rien d'inhabituel à première vue, ce genre de cas est malheureusement fréquent en chirurgie. Mais lorsque nous avons commencé l'examen interne, nous avons découvert quelque chose d'inattendu. En explorant les cavités internes autour du site chirurgical, nous avons trouvé des pinces chirurgicales soigneusement dissimulées, coincées derrière un pli de tissu cicatriciel. Ces pinces étaient rouillées et manifestement oubliées là depuis l'intervention chirurgicale. Elles étaient logées dans un espace peu visible, ce qui expliquait pourquoi personne ne les avait remarquées. Malheureusement, leur présence avait provoqué une infection persistante, entraînant la septicémie qui avait finalement coûté la vie au patient. Nous avons immédiatement informé l'administration hospitalière et rempli un rapport détaillé en incluant la découverte dans nos conclusions médico-légales. C'était un cas clair de négligence médicale, et selon les procédures habituelles, il a été référé à un niveau supérieur pour une enquête officielle. Je n'ai jamais su ce qui est advenu après cette affaire, mais je peux imaginer que cela a dû mener à une procédure légale et à une enquête approfondie sur l'hôpital et l'équipe chirurgicale impliquée. Oublier un instrument aussi important lors d'une intervention est une erreur médicale grave, bien que rare. Ce qui m'a toujours le plus troublé dans mon métier, ce sont les causes de décès secondaires ou imminentes, celles que personne n'avait détectées avant la mort. Des maladies graves passées inaperçues, des cancers malins jamais diagnostiqués, des hépatites silencieuses, des hémorragies internes occultes. Des pathologies qui, dans d'autres circonstances, auraient fini par tuer la personne, si quelque chose d'autre ne l'avait pas fait avant. L'un des cas les plus marquants dont je me souvienne remonte à plusieurs années. Un jeune étudiant d'une vingtaine d'années était mort après une violente bagarre dans un bar qui avait dégénéré. L'enquête était assez simple, une dispute, un coup fatal. Un cas tragique, mais sans ambiguïté apparente. Cependant, lors de l'autopsie, nous avons découvert quelque chose de totalement inattendu, il avait un cancer gastrique métastatique avancé. Des tumeurs avaient envahi son estomac et s'étaient propagées à plusieurs organes vitaux. C'était un cas extrêmement agressif. S'il n'était pas mort dans cette altercation, il aurait probablement succombé à sa maladie en quelques mois, peut-être même quelques semaines. Pourtant, rien dans son dossier médical ne laissait supposer un tel diagnostic. Aucun symptôme connu, aucune visite récente à l'hôpital. Je me suis souvent demandé ce qu'il aurait ressenti s'il avait su. Peut-être que, sans cette bagarre fatale, il aurait fini par consulter pour des douleurs gastriques inexpliquées ou une perte de poids soudaine. Aurait-il eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait? Aurait-il eu une chance de se battre contre la maladie? Ce genre de découverte vous ramène brutalement à la réalité, la mort n'a pas toujours un visage unique. Derrière une cause évidente se cachent parfois des destins bien plus complexes, des tragédies multiples dont personne n'avait conscience. Lors de mes cours de médecine légale, nos conférences se déroulaient dans ce que le département appelait le musée des curiosités. C'était une salle remplie de spécimens médicaux étranges, d'objets récupérés lors d'autopsies et de bizarreries anatomiques soigneusement conservées pour l'enseignement. Parmi les nombreuses pièces exposées, une en particulier a toujours retenu mon attention, une boîte en carton sans étiquette, contenant une vingtaine de barres métalliques fines, chacune mesurant environ 10 cm de long. Intrigué par cet amas de métal, j'ai demandé à un pathologiste ce que c'était. Il a expliqué que ces tiges métalliques étaient les manches de cuillère, retrouvées dans l'estomac d'une jeune femme internée dans un hôpital psychiatrique dans les années 50 ou 60. Le reste des cuillères, les parties concaves, avaient été dissous par l'acide gastrique au fil du temps. La femme souffrait manifestement d'un trouble obsessionnel qui la poussait à avaler des cuillères entières, encore et encore. Le plus fascinant était que, malgré cette accumulation impressionnante d'objets métalliques dans son estomac, sa mort n'était pas liée à cette étrange habitude. Elle avait succombé à une cause tout à fait distincte, que je ne me rappelle plus précisément. Cette découverte m'a marqué, non seulement par son étrangeté, mais aussi par la manière dont le corps humain peut supporter l'impensable sans défaillir immédiatement. L'idée de survivre avec des dizaines de cuillères dans l'estomac défie l'entendement. Le musée ne contenait pas seulement des objets médicaux,
mais aussi des éléments plus légers et humoristiques, notamment une collection de tatouages insolites prélevés sur divers corps au fil des ans. L'un de mes préférés était un tatouage sur la face interne de la cuisse gauche d'un soldat qui affichait fièrement l'inscription en allemand « Nur für Damen », ce qui signifie « réservé aux dames ». Une manière provocante, et sans doute très personnelle, de laisser un message après sa mort. Lors d'un séjour temporaire dans un établissement de santé mentale, j'ai rencontré une femme dont l'histoire m'a profondément marqué. Elle parlait souvent de sa fille, décédée d'une overdose. Ce drame la hantait, mais il y avait un détail qui semblait la tourmenter encore davantage, un vieux collier de famille ayant appartenu à la grand-mère de sa fille. Elle croyait que sa fille l'avait vendu pour acheter de la drogue, une idée qui la remplissait de colère et de tristesse. Ce collier représentait une connexion symbolique avec leur histoire familiale, et le voir disparu ajoutait une couche de douleur à une perte déjà insupportable. Mais après l'autopsie, une vérité étrange a été révélée, le collier était dans l'estomac de sa fille. Il était là, intact, gardé à l'intérieur de son corps. La découverte était à la fois troublante et déchirante. L'équipe médico-légale a estimé qu'elle avait probablement avalé ce collier à plusieurs reprises, un acte répétitif et incompréhensible, peut-être lié à un trouble psychologique ou à un besoin obsessionnel de protéger l'objet. En y repensant, l'idée la plus réconfortante, ou du moins la moins tragique, est qu'elle aimait tellement ce collier qu'elle voulait le garder à l'abri, loin de tout danger, loin de ceux qui auraient pu le lui arracher pour rembourser des dettes de drogue ou nourrir ses addictions. Peut-être était-ce son dernier refuge, un moyen symbolique de protéger un souvenir précieux dans une vie où elle ne contrôlait plus rien. Cela m'a toujours frappé comme un geste désespéré et profondément humain, un acte irrationnel né d'un attachement intense, mêlant amour, douleur et survie. Dans une existence où elle semblait avoir tout perdu, elle gardait ce collier en elle, littéralement, comme un dernier lien avec son passé, sa famille, son identité. Un secret qu'elle emporta dans la mort, révélé bien trop tard pour faire disparaître les malentendus et les regrets laissés derrière elle. Dans les années 90, je travaillais pour une entreprise chargée du transport des corps pour le bureau du coroner. Un jour, nous avons récupéré le corps d'une femme âgée qui avait travaillé comme couturière dans sa jeunesse. Rien ne semblait inhabituel au premier abord, elle était décédée d'un AVC, une cause de mort courante chez les personnes âgées. Mais ce que l'équipe médico-légale a découvert lors de l'autopsie était pour le moins inattendu. En examinant son corps, ils ont trouvé plusieurs aiguilles et épingles à couture enfouies sous sa peau, principalement dans ses jambes. Certaines étaient visiblement anciennes, recouvertes de tissus cicatriciels, comme si son corps les avait encapsulées au fil des décennies. C'était comme découvrir des reliques cachées par le temps, laissées là sans que personne ne le sache, pas même elle, semble-t-il. La découverte la plus étonnante fut une épingle logée dans l'un de ses poumons. Le coroner a émis l'hypothèse qu'elle avait probablement inhalé l'épingle par accident alors qu'elle travaillait à sa machine à coudre. Peut-être en la tenant entre ses lèvres, une habitude courante chez les couturières concentrées sur leur travail. Ce détail a pris une dimension encore plus troublante lorsqu'ils ont consulté son historique médical. Dans les années 60, elle avait souffert d'une embolie pulmonaire sévère qui l'avait forcée à prendre sa retraite anticipée. À l'époque, les médecins n'avaient jamais identifié la cause de cette embolie. Il est tout à fait possible que l'épingle ait été responsable, créant une lésion interne ou provoquant une infection silencieuse qui s'était compliquée avec le temps. Ce qui reste mystérieux, c'est comment aucune de ces épingles n'a été repérée lors des examens médicaux qu'elle avait subis plus tard dans sa vie. Des radiographies ou des scanners auraient dû les révéler à moins qu'elle n'ait été confondue avec d'autres artefacts sur les clichés, ou simplement ignorée si elle ne causait pas de problème visible. Son décès n'avait rien à voir avec les épingles, l'AVC qui l'avait emporté était indépendant de ses découvertes. Mais cette histoire m'a toujours fasciné. Imaginez qu'une femme ait pu vivre toute sa vie avec des aiguilles et des épingles profondément enfouies dans son corps, sans jamais s'en rendre compte, est à la fois dérangeant et captivant. Le corps humain est capable d'absorber l'étrange, d'encapsuler ce qui pourrait être mortel et de poursuivre son chemin sans donner de signes extérieurs. Chaque corps raconte une histoire unique. Lors de mes études de médecine,
notre professeur de pathologie, qui était également directeur des autopsies, nous a partagé l'un des cas les plus choquants et mémorables de sa carrière pendant notre module de cardiologie. Ce cas m'a marqué à jamais. Il s'agissait d'une jeune femme d'une vingtaine d'années, en parfaite santé apparente, qui s'était plainte de fatigue soudaine. Selon ses proches, elle s'était simplement allongée sur le canapé pour se reposer. 5 minutes plus tard, elle était morte. Aucune douleur signalée, aucune crise dramatique, juste une disparition aussi brutale qu'incompréhensible. Lorsqu'ils ont procédé à l'autopsie et ouvert sa cage thoracique, ils ont fait une découverte stupéfiante, son cœur était en grande partie composé de graisse. Et je ne parle pas de graisse autour du cœur, ce qui est assez commun, mais de graisse à l'intérieur même du muscle cardiaque. Plus de 60% du tissu musculaire de son cœur avait été remplacé par des cellules graisseuses, à un point tel que son cœur n'était plus fonctionnel. Elle souffrait d'une forme extrême d'une maladie rare appelée dysplasie arythmogène du ventricule droit, un trouble génétique dans lequel les cellules musculaires du cœur sont lentement remplacées par de la graisse et du tissu fibreux, affaiblissant sa capacité à se contracter. Dans son cas, la progression de la maladie avait été silencieuse, sans symptômes visibles jusqu'à l'arrêt fatal. Notre professeur avait apporté des photos prises pendant l'autopsie, et elles étaient saisissantes. Une moitié du cœur semblait normale, rouge et musculeuse, comme on pourrait s'y attendre. Mais l'autre moitié était jaune, luisante et grasse, comme si on avait sculpté du beurre dans son muscle cardiaque. Malgré cette dégradation dramatique, les vaisseaux sanguins étaient toujours présents, serpentant à travers la graisse comme s'ils essayaient de maintenir un semblant de fonctionnement. Les médecins ont conclu que son cœur avait atteint un point de défaillance critique. Un jour, il a simplement cessé de battre, sans avertissement, incapable de pomper le sang à cause de cette infiltration graisseuse massive. C'était comme regarder un organe hybride, à moitié cœur, à moitié masse graisseuse. Ce cas nous a appris une leçon cruciale sur la fragilité de la vie et l'importance de ne jamais sous-estimer l'impact des maladies génétiques. Cette jeune femme n'avait aucun antécédent médical connu, aucun signe avant-coureur évident, jusqu'à ce que son cœur s'arrête définitivement. Pendant mes études de médecine, l'un des cadavres d'études anatomiques sur lequel nous travaillions présentait une anomalie anatomique qui m'a marqué à jamais. En explorant la région pelvienne, nous avons découvert que son nerf sciatique ne suivait pas le trajet habituel que l'on nous avait appris dans les manuels. Au lieu de passer sous le muscle piriforme, comme c'est normalement le cas, son nerf sciatique traversait directement le centre du muscle. Ce n'était pas le résultat d'une cicatrice ou d'une déformation due à une blessure. Le nerf était anatomiquement configuré de cette façon, comme s'il avait toujours été conçu pour fendre le muscle en deux, un passage naturel mais complètement inattendu pour nous. Je me souviens d'avoir regardé cette configuration inhabituelle en pensant « qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Rien dans mes études théoriques ne m'avait préparé à cette vision. Nous ne connaissions pas l'historique médical de cette personne, mais en voyant cette structure, il nous a semblé évident qu'il devait avoir souffert de douleurs sciatiques chroniques à un moment donné de sa vie. Un muscle piriforme contracté ou enflammé aurait comprimé le nerf, causant des douleurs intenses et probablement des symptômes que les médecins auraient eu du mal à expliquer, surtout s'ils ignoraient cette configuration rare. Après coup, j'ai appris que ce type de variation anatomique n'est pas aussi rare qu'on pourrait le croire. C'est une anomalie congénitale reconnue, appelée souvent syndrome du piriforme, bien que tout le monde ne présente pas de symptômes. Mais à l'époque, c'était totalement inattendu pour moi. Voir cette réalité de mes propres yeux m'a laissé une impression durable, bien plus qu'une simple leçon d'anatomie. Depuis ce jour, je pense souvent à ce patient lorsqu'un de mes propres patients ne répond pas au traitement classique ou présente des symptômes inexpliqués. Parfois, les diagnostics ne sont pas des mystères médicaux complexes, mais des variations naturelles que nous ne pouvons pas voir sans imagerie ou sans exploration directe. Les corps sont uniques, et il est facile d'oublier, en médecine, que tout ne rentre pas dans un schéma standardisé. En y repensant, je ressens un profond respect pour les personnes qui donnent leur corps à la science, permettant aux futurs médecins d'apprendre à partir de cas réels et de comprendre que même la biologie humaine, avec toutes ses régularités apparentes, peut défier les attentes. Grâce à ces dons, nous avons la chance d'explorer des réalités anatomiques que les manuels scolaires ne peuvent pas toujours capturer.
Alors que je terminais la réparation post-autopsie d'un homme d'âge mûr, j'ai fait une découverte des plus inattendues, une louche en plastique coincée sous ses côtes. Une vision tellement absurde que j'ai dû cligner des yeux pour m'assurer que je ne rêvais pas. C'était une de ces louches bas de gamme, bon marché, que l'on trouve dans les rayons des ustensiles de cuisine bon marché. Je me suis d'abord demandé comment un tel objet avait pu se retrouver là. La réponse la plus probable était évidente, un technicien d'autopsie, probablement débordé ou distrait, avait dû l'oublier pendant la procédure. Peut-être s'était-il fait réprimander pour avoir égaré la bonne louche, un modèle plus robuste et coûteux, utilisé pour manipuler les fluides corporels durant l'autopsie. L'idée qu'il ait peut-être utilisé cette vieille louche comme remplacement de dernière minute m'a arraché un sourire, malgré le sérieux de la situation. Professionnel jusqu'au bout, j'ai pensé qu'il était de mon devoir de signaler cet oubli. J'ai contacté le bureau du coroner pour leur proposer de leur renvoyer la fameuse louche. Après tout, même si l'erreur était cocasse, elle restait une infraction sérieuse aux protocoles médicaux. Mais à ma grande surprise, mes appels sont restés sans réponse. Ni accusé de réception, ni rappel, rien. Peut-être était-il trop gêné pour admettre une telle bévue. Ou alors, l'oubli de cette louche faisait partie des histoires qu'on préfère oublier. Finalement, je n'ai plus jamais entendu parler d'eux. La louche, quant à elle, a fini à la poubelle, sa drôle d'aventure close pour de bon. Pourtant, à chaque fois que je pense à cette histoire, je ne peux m'empêcher d'imaginer ce technicien, blême de panique en réalisant qu'il avait perdu l'ustensile. Peut-être l'a-t-il cherché partout, sans jamais oser imaginer où elle avait réellement atterri. Une leçon étrange et mémorable sur les surprises que réserve parfois ce métier. Pendant un de mes services à la morgue, où je prenais des radiographies pour des morts suspectes ou des meurtres, j'ai assisté à l'une des scènes les plus étranges de ma carrière. Nous faisions une radiographie abdominale sur un homme retrouvé dans un étang d'un terrain de golf. Il était là depuis un certain temps, et son état de décomposition indiquait qu'il avait passé plusieurs jours dans l'eau. Rien d'inhabituel jusque-là, dans le cadre d'une enquête standard. Mais alors que nous le roulions sur le côté pour positionner la plaque de radiographie, quelque chose a soudainement bougé. Un crapaud vivant a littéralement sauté de son rectum. Nous sommes restés figés, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Personne n'a bougé pendant quelques secondes, puis le technicien de la morgue a attrapé le crapaud et l'a placé dans un bocal à échantillons. Après avoir récupéré nos esprits, nous avons essayé de raisonner sur ce qui avait bien pu se passer. Le crapaud était vivant et en bonne santé, bien que visiblement désorienté. Un collègue, curieux, a recherché l'espèce sur Internet et a confirmé que le crapaud était bien natif de la région. La seule explication logique que nous avons pu imaginer est que le crapaud avait cherché un abri ou une source de nourriture en explorant le corps du défunt sous l'eau. Peut-être avait-il pénétré par une ouverture naturelle, à la recherche de protection dans l'environnement hostile de l'étang. À la fin de la journée, le technicien, après s'être attaché au crapaud, a décidé de retourner à l'étang en vélo pour le relâcher dans son habitat d'origine. Je me souviens de lui plaisantant en disant que ses amis grenouilles ne croiraient jamais son histoire. Pendant mon stage à l'Office du défenseur public, pendant ma dernière année d'université, j'ai été chargé d'organiser les pièces à conviction pour une affaire de meurtre particulièrement brutale. Parmi ces éléments figuraient les photos d'autopsie, une expérience que je n'oublierai jamais. La victime avait été torturée avant d'être tuée avec un piolet en pleine tête, laissée pour morte sur le bord d'une route isolée. La scène était déjà atroce en soi, mais ce que les meurtriers ont fait après le crime a ajouté une couche de surréalisme et de macabre inefficacité. Le lendemain du meurtre, les assaillants sont retournés sur le lieu du crime avec l'intention de faire disparaître le corps. Ils avaient vu trop de films et pensaient qu'asperger le cadavre d'acétone, volé dans un magasin de bricolage, suffirait à le dissoudre comme dans un épisode de série policière. Mais la réalité ne fonctionne pas comme à Hollywood. Bien que l'acétone soit un solvant puissant, il ne fait pas fondre les corps humains de manière aussi dramatique que les criminels l'espéraient. Toutefois, il a réussi à provoquer un effet effrayant sur le corps. Les organes internes, en particulier le cerveau, avaient été littéralement liquéfiés à travers les plaies béantes du crâne laissées par le piolet.
Le cerveau, déjà affaibli par les blessures pénétrantes, s'était transformé en une soupe épaisse et visqueuse, coulant comme un liquide noirâtre à travers les fractures du crâne. Je n'étais pas préparé à voir ces photos graphiques lors de la classification des pièces. Je me souviens encore de l'odeur que mon imagination a ajoutée malgré l'écran froid de l'ordinateur. Mon professeur d'anatomie et de physiologie au lycée, qui avait travaillé dans un bureau du coroner avant de devenir enseignante, nous avait raconté l'une des histoires les plus troublantes que j'ai jamais entendues. Un homme avait été trouvé mort dans sa voiture sur le bord de la route. Il n'avait ni eu d'accident ni percuté quoi que ce soit. De l'extérieur, il semblait simplement s'être arrêté. Les enquêteurs avaient d'abord supposé une crise cardiaque ou un AVC, des causes de décès fréquentes pour ce type de situation. Mais l'autopsie ne révéla aucun signe de ces pathologies. Le mystère demeurait entier jusqu'à ce qu'ils ouvrent son crâne. À l'intérieur, son cerveau était réduit à une masse informe, complètement détruit. Ils découvrirent alors une petite balle logée dans son cerveau, immobile, comme une énigme silencieuse. Un examen plus approfondi révéla un minuscule trou sur le côté gauche de sa tête, presque invisible à l'œil nu, et la théorie macabre prit forme. Les enquêteurs reconstituèrent l'incident, alors que l'homme roulait, sa fenêtre côté conducteur était ouverte. Quelque part, à une certaine distance, un coup de feu avait été tiré. Une balle perdue, probablement provenant d'une arme légère, avait voyagé sur plusieurs centaines de mètres avec une précision fatale. Elle avait pénétré son crâne avec suffisamment de vitesse pour transpercer l'os, mais en perdant suffisamment de force pour ne pas ressortir. À l'intérieur de son crâne, la balle avait ricoché, frappant les parois osseuses encore et encore. Chaque impact avait lacéré et broyé les tissus cérébraux, causant des dégâts internes massifs mais ne laissant que cette minuscule plaie d'entrée à l'extérieur. C'est pourquoi personne n'avait remarqué la blessure au premier examen. Ce qui rend cette histoire si troublante, c'est son caractère aléatoire et fatal. Une balle tirée par quelqu'un, peut-être lors d'une dispute ou même d'un tir accidentel, avait parcouru une trajectoire précise et improbable, traversant une fenêtre ouverte et frappant mortellement un homme qui ne se doutait de rien. Il était littéralement au mauvais endroit, au mauvais moment. Une mort invisible, presque silencieuse, dont la cause aurait pu rester un mystère à jamais sans l'autopsie méticuleuse. L'histoire de mon beau-frère m'a toujours laissé perplexe et mal à l'aise. Il était dans la soixantaine lorsqu'il est décédé d'une crise cardiaque. Sa mort a été un choc pour toute la famille, mais ce qui a été découvert pendant l'autopsie a ajouté une couche de mystère que personne ne pouvait expliquer. Lors de l'examen post-mortem, le médecin légiste a noté qu'il lui manquait un rein. Cela nous a tous surpris, car il n'avait jamais été diagnostiqué avec une malformation congénitale ni n'avait subi de chirurgie rénale à aucun moment de sa vie. La seule intervention chirurgicale qu'il avait eue était une appendicectomie quand il était tout petit, à l'âge de 7 ou 8 ans. Au début, nous avons pensé qu'il s'agissait peut-être d'une malformation de naissance, mais le légiste a confirmé que le rein avait été retiré volontairement, la cicatrice interne était nette et précise, correspondant à une intervention chirurgicale. Pas d'anomalie de naissance, pas de réabsorption fœtale, mais bien une extraction chirurgicale professionnelle. La théorie la plus troublante qui nous est venue à l'esprit, et que même le légiste semblait envisager, est qu'il aurait pu être victime d'un trafic d'organes dans son enfance. Cela semble tiré par les cheveux, mais dans certaines régions d'Asie et à certaines époques, le trafic d'organes humains n'était pas une légende urbaine. Des enfants hospitalisés pour des interventions mineures auraient parfois été drogués ou manipulés, et leurs organes auraient été prélevés à leur insu, surtout dans les années 60 ou 70, lorsque la réglementation médicale était moins stricte dans certains pays. Nous n'aurons jamais de preuves formelles, mais tout concorde, son opération de l'appendicite très jeune, le fait qu'il n'ait jamais su qu'il avait un rein en moins, et l'absence totale d'antécédents médicaux concernant cette anomalie. Il avait vécu toute sa vie avec un seul rein, sans jamais le découvrir, ni lui ni ses médecins. Lors de ma première année d'études en sciences biomédicales, notre classe assistait à une autopsie pédagogique destinée à nous apprendre l'anatomie des organes internes. L'objectif était simple,
voir l'emplacement normal des principaux organes digestifs et comprendre leur disposition dans le corps humain. Rien de trop complexe, juste un aperçu classique. Mais les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu. Le professeur de pathologie, qui menait l'autopsie, semblait agacé dès qu'il a ouvert la cavité abdominale. Alors que nous nous attendions à voir un système digestif typique, tout semblait anormalement décalé. Après quelques instants d'exploration, le professeur a poussé un long soupir en réalisant que le défunt avait subi une chirurgie de dérivation intestinale complexe, qui avait contourné plusieurs organes majeurs du système digestif. Les intestins ne suivaient pas leur parcours habituel. L'estomac, que nous espérions voir dans son emplacement standard, était réduit et déplacé, et le foie et le pancréas étaient partiellement contournés par ce qui semblait être une bypasse gastro-intestinale très rare. Les voies biliaires et certaines sections de l'intestin grêle avaient été court-circuitées, redirigeant la digestion de manière inattendue. Nous n'avions aucune information préalable sur la cause du décès du sujet ou sur ses antécédents médicaux. Le professeur lui-même semblait pris au dépourvu, et son irritation était palpable, probablement parce qu'il devait réadapter son cours entier sur le vif. Le but était de nous montrer l'anatomie normale, mais nous étions face à un cas médical unique, complexe et très éloigné du manuel de base. C'était au début des années 2000, probablement en 2001 ou 2002. À cette époque, je faisais régulièrement le même trajet souvent tard dans la nuit, vers 3 ou 4 heures du matin. C'était une longue route isolée et sinueuse qui traverse des zones désertiques. À part le pénitencier d'État et quelques petites villes comme New River ou Rock Springs, il n'y a pas grand-chose. Pas de station-service, pas de téléphone d'urgence, et à l'époque, presque pas de réception cellulaire. Comme je faisais ce trajet toutes les semaines, j'avais préparé ma voiture pour les imprévus, couverture en laine, galon d'eau, boîte de fusée de détresse, tout ce qu'il fallait pour affronter un arrêt imprévu au milieu de nulle part. De temps en temps, je m'arrêtais pour aider des automobilistes en panne, des voitures surchauffées ou des crevaisons, le genre de problème classique sur cette route isolée. Une nuit, je me trouvais à environ 40 minutes de ma destination, quand je suis tombé sur un accident récent sur le bord de la route. Une SUV avait visiblement percuté l'arrière d'un camion transportant du bois, et il n'y avait encore personne sur place. Pas de feu de détresse, pas de triangle de signalisation, rien. J'ai immédiatement allumé mes warnings et mes phares de route, puis je me suis garé pour voir s'il y avait des survivants. La scène ressemblait à quelque chose sorti tout droit de Destination Finale. La SUV avait été empalée par plusieurs 2x4 sortant du chargement du camion. L'un des madriers avait transpercé le conducteur, le siège, et était planté dans le plancher arrière. Le pare-brise de la voiture était perforé et projeté en hauteur d'environ 15 cm, déformé comme si un monstre avait percé la voiture de part en part. Incroyablement, le conducteur de la SUV était encore en vie, bien qu'en état de choc. Conscient, pleurant, murmurant des phrases incohérentes, incapable de bouger. Je savais qu'il n'y avait rien que je pouvais faire sans aggraver son état, alors j'ai appelé le 911 pendant que je vérifiais le chauffeur du camion, qui était inconscient, le visage ensanglanté avec une énorme entaille sur le côté de la tête. Son volant était complètement plié, preuve qu'il l'avait percuté avec une force dévastatrice. Les urgences m'ont dit qu'une équipe arriverait dans environ 20 minutes depuis Arcosanti, alors je suis retourné vers le conducteur de la SUV. Je ne pouvais rien faire d'autre que rester avec lui. Je me suis accroupi près de lui et j'ai parlé doucement, essayant de le garder calme, même s'il ne répondait que par des murmures sans queue ni tête. Après 15 minutes, il s'est arrêté de parler. Je ne pouvais pas voir s'il respirait encore, mais j'ai continué à lui parler, espérant qu'il puisse m'entendre d'une manière ou d'une autre. Les EMTS sont enfin arrivés. Ils m'ont demandé de reculer, et je les ai laissés faire leur travail. C'était trop tard. Le conducteur de la SUV était mort. Ils ont placé le conducteur du camion sur une planche dorsale et l'ont emmené en urgence, probablement avec une commotion cérébrale sévère et des blessures au cou. Alors que la police arrivait et prenait ma déposition, l'un des EMTS est venu me voir et m'a demandé si j'avais touché le conducteur ou tenté de lui faire les premiers secours. Je lui ai expliqué que non, je ne pouvais pas retirer un madrier transperçant quelqu'un, surtout en plein désert, avec aucun matériel à disposition.
C'est alors qu'il m'a regardé, hésitant, avant de lâcher, son ventre était rempli de Lego. J'ai cru mal entendre. Des Lego, ai-je demandé. Oui. Il m'a expliqué qu'il y avait des centaines de Lego ensanglantés à l'intérieur de la plaie abdominale, dans la voiture, sur le sol, dans le siège, partout autour du conducteur. Personne n'avait la moindre idée d'où ils venaient. Le MT a supposé qu'ils avaient pu être projetés lors de l'impact si la voiture en était remplie, mais comment avaient-ils pénétré dans son abdomen? Peut-être les avait-il avalés pour une raison inconnue avant l'accident? La police n'a jamais pu expliquer cette anomalie morbide. Lors de mes années en tant que technicien médical d'urgence, nous avons répondu à un appel pour un accident de voiture particulièrement violent. Un nouveau modèle de voiture de sport avait quitté la route à grande vitesse et avait fait plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser dans un champ. C'était le genre d'accident où l'on sait, avant même d'arriver sur place, que les chances de survie sont minces. Ce jour-là, nous avions avec nous un nouveau recrue, tout juste sorti de sa formation. C'était sa première intervention traumatique. Il était plein d'enthousiasme, bien que visiblement nerveux. Nous lui avons donné une instruction simple: tu tiens la C-spine, stabilisation de la colonne cervicale, pendant que nous travaillons sur le patient. Un geste basique mais crucial en cas de blessure grave. Quand nous sommes arrivés sur place, la scène était chaotique. Le conducteur avait été éjecté du véhicule pendant l'accident et gisait inconscient à une dizaine de mètres de la voiture. Son crâne était gravement écrasé, ses signes vitaux faibles, et il était à quelques minutes de la mort. Malgré tout, nous avons fait ce que nous pouvions. Et là, notre petit nouveau a couru directement vers la victime, sans gants, et a saisi ce qui restait de la tête du conducteur pour maintenir la C-spine, une action bien intentionnée mais totalement inutile compte tenu de l'état de la victime. Quelques minutes plus tard, malgré nos efforts, l'homme est décédé. Nous avons immédiatement annulé l'arrivée de l'hélicoptère médical et avons demandé l'intervention du médecin légiste. Le lendemain matin, nous avons reçu un appel inattendu du bureau du médecin légiste. Est-ce que quelqu'un chez vous a perdu une alliance? Apparemment, lors de l'autopsie, ils avaient trouvé une bague en or coincée à l'intérieur du crâne du défunt. Personne ne comprenait comment elle avait pu arriver là, jusqu'à ce que nous réalisions l'évidence. Notre rookie, dans sa précipitation et son excitation nerveuse, avait oublié de mettre des gants et avait perdu son alliance à l'intérieur de la tête de la victime pendant qu'il tenait la C-spine. Nous avons explosé de rire, un rire nerveux mêlé d'incrédulité face à l'absurdité de la situation. Turbo. C'est ainsi que nous avons surnommé notre jeune collègue à partir de ce jour-là. Il l'a pris à la rigolade, et son histoire est devenue légendaire parmi notre équipe. Un ami à moi travaille à l'Institut médico-légal ici au Brésil, et il m'a raconté l'une des histoires les plus étranges et marquantes qu'il ait rencontrées au cours de sa carrière. Un jour, ils ont reçu le corps d'un homme retrouvé mort dans ce qui semblait être un cas évident de pratique d'auto-asphyxie érotique. Il était mort par asphyxie accidentelle, étranglé par une ceinture serrée autour du cou, un scénario malheureusement classique dans certains jeux sexuels extrêmes. Rien de particulièrement inhabituel jusque-là dans le contexte de leur travail. Mais c'est pendant l'autopsie que les choses sont devenues vraiment étranges. En examinant son corps, ils ont découvert une quantité impressionnante de piercings dans des endroits où personne n'en mettrait normalement, couvrant son torse, ses bras et ses parties génitales. Des piercings métalliques, décoratifs, mais aussi fonctionnels dans ce qui semblait être une modification corporelle extrême. Puis est venue la découverte la plus troublante, son pénis était littéralement fendu en deux, séparé verticalement sur toute sa longueur. Pas une blessure récente, mais une cicatrice chirurgicale nette et ancienne, parfaitement guérie. C'était une modification corporelle volontaire, souvent appelée subincision, une pratique qui existe dans certaines sous-cultures BDSM extrêmes ou dans des rites tribaux ancestraux dans certaines régions du monde. La précision chirurgicale du découpage laissait supposer que cela avait été réalisé par un professionnel ou par quelqu'un de très expérimenté en modifications corporelles extrêmes. Il était évident que cet homme avait consacré une grande partie de sa vie à transformer son corps selon ses propres codes et ses désirs les plus radicaux.
Pendant mes études de médecine, j'ai eu l'occasion de participer à des autopsies au bureau du coroner local, en plus des dissections de cadavres habituelles à l'école d'anatomie. C'était une expérience intense, marquante, et parfois étrange. Voici quelques découvertes mémorables qui me sont restées en tête. Lors d'une autopsie sur un jeune homme d'une vingtaine d'années, nous avons découvert qu'il avait un testicule prothétique. Le pathologiste qui supervisait l'autopsie n'en avait jamais vu un auparavant. Sa consistance était quelque part entre une balle rebondissante molle et une petite pomme de terre, mais plus allongée. Personne ne savait ce qui était arrivé à son testicule d'origine, et il n'y avait rien dans son dossier médical. C'était simplement là. Une autre fois, le pathologiste nous a montré des photos d'un jeune homme mort chez lui. Sa mort semblait naturelle, mais il possédait un renard domestique qui, affamé, avait mangé une partie de son visage après sa mort. Ce fut un rappel brutal que, dans certains cas, la mort transforme les animaux domestiques en survivants opportunistes, peu importe à quel point ils peuvent paraître mignons ou apprivoisés de leur vivant. L'une des expériences les plus mémorables a été l'exhumation d'un corps enterré. Nous avons aidé à récupérer les restes sur le site et, une fois le crâne reconstitué en laboratoire, nous avons découvert des trous de balles nets. C'était clairement la cause de la mort, et bien que ce genre de choses soit tragique, le moment où nous avons identifié les impacts de balles a semblé presque palpitant, comme une scène de série policière devenue réalité. Une expérience plus humaine et poignante reste l'autopsie d'un jeune homme mort dans un accident de chantier. Il était encore vêtu de ses vêtements de travail, un jean épais, une chemise de travail, et de grosses bottes qu'il a fallu enlever avec difficulté, car elles étaient mouillées et froides après avoir passé du temps dans le réfrigérateur du coroner. Alors que nous retirions sa veste et vidions ses poches, nous avons trouvé un emballage de chocolat. Ce détail insignifiant a rendu sa mort étrangement réelle. Ce n'était plus juste un corps. C'était un jeune homme ordinaire, qui mangeait des bonbons pendant sa pause sur le chantier, probablement sans jamais imaginer que sa vie allait s'arrêter brutalement quelques instants plus tard. Un geste simple, humain, ancré dans la vie quotidienne, qui contrastait brutalement avec l'environnement froid et clinique de la salle d'autopsie. Il y a quelques années, j'ai travaillé sur un cas troublant impliquant un détenu d'un établissement correctionnel qui était mort en détention. Au début, en prenant le rapport initial, cela semblait être un décès banal, l'homme avait de multiples comorbidités sévères, et sa mort ne semblait pas suspecte. Cependant, tout a changé après avoir pris possession du corps et commencé notre enquête. Dès que nous avons examiné ses vêtements, nous avons remarqué qu'ils étaient saturés de sang, ce qui n'avait pas été mentionné dans le rapport initial. Intrigués, nous avons retiré ses vêtements et découvert une profonde lacération abdominale d'environ 10 cm béante et infectée. Rien dans les premières déclarations ne faisait état de traumatisme externe, et il était évident que cette blessure n'était pas accidentelle. Lors de l'autopsie, en ouvrant sa cavité abdominale, nous avons fait une découverte effroyable, une grande quantité de matière fécale dans son abdomen. Après une enquête plus approfondie, nous avons compris que cet homme s'était automutilé en utilisant une lame de rasoir cassée pour se taillader l'abdomen à plusieurs reprises, avant de remplir ses propres plaies avec ses excréments, provoquant une infection massive qui a conduit à sa mort par choc septique. Ce seul détail aurait suffi à rendre cette affaire inoubliable, mais ce n'était que le début. Lors de notre enquête, nous avons appris que cet homme souffrait de schizophrénie paranoïaque et avait été condamné à perpétuité. Au cours de ses années en prison, il avait manifesté des comportements d'automutilation extrêmes, déconcertants même pour les professionnels les plus expérimentés. Parmi les faits documentés, il avait arraché son propre œil avec une cuillère avant de le manger. Plus tard, il avait mordu et consommé un de ses propres doigts, et, dans un acte inimaginable, il s'était auto-castré, retirant la majeure partie de ses organes génitaux et les avait consommés. C'est à ce moment-là que j'ai été confronté pour la première fois à la notion d'autocannibalisme. Cette affaire dépasse tout ce que l'on pourrait imaginer en termes de souffrance mentale, de désespoir et de perte totale d'instinct de préservation. Rien dans mes années d'expérience ne m'avait préparé à un tel niveau d'autodestruction. Un ami à moi travaille dans le domaine des autopsies et m'a raconté l'une des histoires les plus étranges qu'il ait rencontrées.
Une femme de 75 ans était morte d'une crise cardiaque sous la douche. À première vue, il s'agissait d'un décès banal, sans aucun signe de violence ni de circonstances suspectes. Une mort naturelle classique due à l'âge avancé et à des problèmes cardiaques sous-jacents, jusqu'à ce qu'ils procèdent à l'autopsie complète. Lorsqu'ils ont examiné son système digestif, ils ont découvert quelque chose d'absolument stupéfiant, 24 vies métalliques dans son gros intestin. Pas des petits clous, mais de véritables vies, certaines rouillées, d'autres en meilleur état. Elles semblaient avoir été avalées volontairement sur une période prolongée. L'équipe médico-légale était perplexe. Il n'y avait aucune lésion dans son estomac ni dans ses intestins, ce qui indiquait que ces vis n'étaient pas responsables de sa mort. Elles étaient restées dans son système digestif sans causer d'obstruction fatale, ce qui était déjà en soi une bizarrerie médicale. Mais pourquoi étaient-elles là? Après réflexion, l'explication la plus plausible était qu'elle souffrait de pica, un trouble alimentaire rare caractérisé par l'ingestion compulsive de substances non comestibles. Ce trouble est souvent lié à des carences nutritionnelles, à des troubles mentaux ou à des comportements obsessionnels. Pourtant, selon les membres de sa famille interrogés plus tard, rien dans son comportement passé ne laissait penser qu'elle souffrait d'un tel problème. Elle vivait seule, et personne ne semblait avoir remarqué quoi que ce soit d'anormal. L'idée qu'une femme âgée ait pu passer des années à avaler des vies en secret est à la fois fascinante et profondément troublante. Lors d'un cours sur la neurologie, un professeur nous a raconté une histoire incroyable sur la capacité d'adaptation du cerveau humain. Il avait travaillé sur le cas d'une personne décédée de vieillesse. Jusque-là, rien d'inhabituel. Mais au moment de l'autopsie, ils ont découvert quelque chose qui défie toute logique médicale. L'une des hémisphères cérébrales de cette personne était complètement absente. À sa place, il y avait une énorme tumeur, une masse dense occupant tout l'espace où le cerveau aurait dû se trouver. Cette tumeur semblait s'être développée lentement sur plusieurs décennies. Pourtant, selon les dossiers médicaux et les témoignages des proches, la personne n'avait jamais présenté le moindre symptôme neurologique apparent. Pas de trouble de la mémoire, pas de paralysie, pas de difficulté de langage ou de coordination. Rien. Cette découverte a laissé l'équipe médico-légale et les médecins sans voix. Habituellement, même une petite tumeur cérébrale peut provoquer des symptômes graves en raison de la pression qu'elle exerce sur les structures cérébrales. Mais dans ce cas précis, le cerveau avait dû se reconfigurer et réorganiser ses fonctions de manière à compenser l'absence totale d'un hémisphère. Le phénomène est connu sous le nom de neuroplasticité, la capacité du cerveau à s'adapter aux dommages en déplaçant les fonctions essentielles vers d'autres régions. Mais voir un cas aussi extrême, avec une adaptation aussi parfaite, relève presque du miracle médical. Il est probable que cette tumeur ait commencé à se développer très tôt dans la vie de cette personne, peut-être même dès l'enfance, période où le cerveau est le plus malléable. L'hémisphère intact a donc pris en charge toutes les fonctions vitales, sans que personne ne s'en rende jamais compte. Pendant mes années en tant qu'assistant d'autopsie, j'ai aidé 2 pathologistes à réaliser environ 80 autopsies. Chaque corps raconte une histoire unique, et parfois, ce que nous découvrions n'avait rien à voir avec la cause de la mort. Voici quelques cas inattendus qui sont restés gravés dans ma mémoire. Un homme dont la voiture était en panne sur un pont en hiver a été surpris par un semi-remorque qui a dérapé et bloqué tout le pont en glissant. Pris au piège, l'homme a sauté du pont dans la rivière glacée en contrebas, espérant échapper à l'impact. Malheureusement, il est mort d'hypothermie après avoir touché l'eau gelée. Lors de l'autopsie, nous avons découvert quelque chose de totalement inattendu, il souffrait d'un cancer du poumon à petites cellules, une forme agressive avec un pronostic sombre. Selon le pathologiste, il lui restait peut-être 6 mois à vivre, tout au plus. Sa mort accidentelle, aussi tragique soit-elle, l'a probablement épargné de souffrances prolongées qu'il ignorait complètement. C'était un destin brutal mais, d'une certaine manière, ironiquement inéluctable. Une autre fois, après le passage d'une tornade dévastatrice, on nous a envoyé le corps d'un homme retrouvé mort dans les décombres. D'habitude, on ne pratique pas d'autopsie dans ces cas-là lorsque la cause de décès semble évidente, blessure traumatique due à la tornade.
mais aucune trace extérieure de traumatisme n'était visible sur son corps. Lorsqu'on a ouvert sa cavité thoracique, nous avons découvert que ses organes internes étaient totalement déplacés. Son cœur, ses poumons, son foie, et même son estomac étaient dans des endroits impossibles, écrasés, comme s'ils avaient été secoués comme des dés dans un gobelet. Aucune fracture externe. Pas de plaies ouvertes. Nous étions stupéfaits. Comment avait-il pu être remué à l'intérieur sans aucun signe extérieur? La force pure et inexpliquée de la tornade restait la seule explication plausible. Enfin, il y avait un cas de meurtre qui m'a particulièrement marqué. Je dois rester vague sur les détails, car cette affaire criminelle a pris une tournure radicale après l'autopsie. Le corps de la victime présentait des blessures spécifiques qui, à première vue, semblaient être la cause de la mort. Cependant, en explorant plus profondément, nous avons découvert quelque chose de très différent. La méthode du meurtre n'était pas du tout celle présumée. Les blessures visibles n'étaient en réalité pas fatales. La véritable cause de la mort était cachée et bien plus complexe qu'on ne le pensait. L'arme utilisée et le scénario supposé ont dû être totalement révisés par les enquêteurs après nos découvertes. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.